comment on accélère des particules? Eh ben, des particules chargées, avec une charge Q, sont soumises à des champs électriques et magnétiques. Elles sont soumises à la force de Lorentz, d'accord? Donc QE et QV vectoriel B. Ça veut dire que les champs magnétiques, ça va courber les particules chargées. Et ça veut dire que les champs électriques vont les accélérer en linéaire. Donc, on utilise des champs électriques dans des cavités accélératrices pour leur communiquer de l'énergie. Et on utilise des champs magnétiques, en particulier des aimants dipolaires, pour courber leur trajectoire et faire un collisionneur circulaire. Alors, il y a plusieurs façons d'imaginer la physique des particules auprès des accélérateurs. On peut faire collisionneur ou cible fixe, on peut faire circulaire ou linéaire. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un peu des bilans énergie, impulsion, tout ça. Faites oui, faites non. Rendormez-vous. Ouah, d'accord. Bon, alors, croyez-moi sur parole, du coup. Quand on collisionne deux faisceaux symétriques, l'énergie dont on dispose, c'est la somme des énergies des deux faisceaux. Et une autre façon de faire, c'est de ne pas se prendre le chou avec deux faisceaux différents, mais avec un seul faisceau qu'on balance sur une cible. Dans ces cas-là, l'énergie disponible, elle est proportionnelle à la racine de l'énergie du faisceau. Ça veut dire que comme moi, mon but dans la vie, là, je vous ai expliqué le cahier des charges, c'est d'avoir des énergies les plus hautes possibles, j'ai intérêt à faire E1 plus E2 plutôt que racine de E. Donc, on va choisir un collisionneur plutôt qu'un truc sur cible fixe. Après, il y a deux façons de faire. Soit on ne s'embête pas avec les champs magnétiques et on prend deux faisceaux linéaires qu'on fait se tamponner l'un sur l'autre, soit on prend circulaire. Alors pourquoi on choisit circulaire? Parce que vous l'avez vu, avec ça, là, à chaque passage des particules dans une cavité accélératrice, pour lui donner un petit coup de pied aux fesses avec QE, là, à chaque passage des particules, on les accélère un petit peu. Ça veut dire que le plus elles vont passer dans les cavités accélératrices, le plus elles vont gagner en énergie. Ça veut dire que si je veux atteindre des grandes énergies, il faut qu'elles passent un nombre considérable de fois dans ces cavités. Bon, bah, si je fais un linéaire, je vais devoir faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de cavités, qui valent la peau des fesses accessoirement, mais c'est surtout, il faut que j'instrumente des kilomètres de faisceaux. Alors que si je fais circulaire, eh ben, plutôt que de faire passer une fois mes particules dans beaucoup de cavités, je vais faire passer plein de fois mes particules dans moins de cavités, en les entournant en rond. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ici un circulaire. Donc le LHC, c'est ça. Alors, le Large Hadron Collider. Donc Collider, je viens de vous l'expliquer, c'est plus favorable énergétiquement d'avoir E1 plus E2. Large, alors pourquoi large? Vous l'avez peut-être vu, mais l'impulsion des particules dans un champ magnétique de courbure B est proportionnelle au rayon de courbure. Donc si on veut, à B donné, à un champ magnétique donné, obtenir des grandes impulsions, donc des grandes énergies, on a intérêt à avoir un grand rayon de courbure. Donc là, en fait, si vous regardez vue d'avion, entre le lac Léman, le Jura et les Alpes, c'est pas compliqué, on ne pouvait pas faire plus grand que 27 km. C'est déjà pas mal, 27 km, mais on ne pouvait pas faire mieux. Et puis évidemment, on a besoin aussi du champ magnétique le plus grand possible. Donc ça, c'est fait avec des dipôles, donc je vais vous reparler après, des dipôles supra, qui montent à 8,33 Tesla. Et puis pourquoi hadron? Alors, est-ce que vous avez entendu parler du rayonnement de freinage? Le rayonnement synchrotron? Non plus. Une particule chargée, quand elle est courbée dans sa trajectoire, elle rayonne. Rayonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre de l'énergie sous forme de photons. Moi, j'ai pas envie que toute l'énergie que je balance sur mes particules soit perdue sous forme de photons, youplala, alors que moi, je veux garder toute mon énergie pour ma collision. Donc, pour ça, il faut qu'on choisisse des particules qui rayonnent le moins possible. Et il se trouve que c'est en 1 sur la masse puissance 4, donc j'ai intérêt à prendre des particules lourdes. Et donc, je vais prendre des protons, des hadrons, alors en l'occurrence là des protons, plutôt que des leptons. Au LEP, donc l'accélérateur précédent, on accélérait des électrons et des positrons, très légers, super fastoche à accélérer, vachement bien. Sauf qu'on ne pouvait pas monter plus en énergie avec nos 27 km, parce que à ce moment-là, où on en était arrivé, tout ce qu'on communiquait en énergie était perdu en synchrotron. On ne pouvait pas aller plus haut en énergie. Donc on était obligé de changer de particules. Donc là, on prend des protons. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? Ah oui, alors accessoirement, il y a une difficulté, mais en même temps, c'est un avantage. Je vous l'ai dit, les protons, ce n'est pas des particules élémentaires, c'est des machins vachement compliqués. Il y a 3 quarks principaux, et puis tout un tas de bazar. Les petits ressorts, vous reconnaissez mes gluons tout à l'heure, et puis tout un tas d'autres quarks moins probables, on va dire, qui sont les petites boules vertes et violettes, là. Ce qui veut dire que quand je vais faire une collision proton-proton, en fait, ce qui va taper, ce n'est pas tout ça sur tout ça, mais ce qu'on appelle le processus dur, le processus de physique qui va nous intéresser, c'est un bout de celui-ci sur un bout de celui-là. Et donc, ça va nous permettre de faire plein de physiques différentes avec les mêmes faisceaux. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on accélère des hadrons. Alors voilà, c'est ça le Large Hadron Collider. Alors je vais vous le présenter un peu plus. Donc rapidos, ça c'est une cavité accélératrice. Donc c'est un champ électrique pulsé.
pour moi, ça, c'est tout commun. Alors, vous n'avez peut-être jamais vu, mais ce truc-là, ça existe depuis des années. C'est une technologie qui est super bien connue. En gros, comment ça marche, hein, vous avez une onde électromagnétique comme ça, là, électrique, et les particules dessus, on les fait surfer. Ça veut dire que celles-là, elles vont sentir plus de champ. Alors, celles qui sont à la bourre, là, elles vont sentir plus de champ, donc elles vont avoir tendance à accélérer. Celles qui sont un peu en avance, elles vont sentir moins de champ, donc elles vont avoir tendance à ralentir. Alors, ça a deux conséquences. D'abord, ça attrape les particules comme un surfeur, et donc ça va les mettre à la bonne énergie. La deuxième conséquence, et ça a une conséquence sur la physique qu'on fait après, c'est que les particules, du coup, vont se balader en petits paquets. Un petit paquet là, etc. Donc ça a une conséquence sur la forme des faisceaux, on va dire. Mais le plus gros du boulot dans le LHC, c'était les aimants donc de courbure. Alors des aimants, il y en a plein, hein. Je vais vous parler plus précisément des dipôles, c'est ceux qui courbent la trajectoire. Mais il y a des octupôles, des sextupôles, des quadrupôles, enfin peu importe. Il y en a plus de 9000, il y en a 9300 qui équipent les 27 km. Et le plus gros défi à relever, vous avez bien compris, c'était avoir le plus haut champ possible. Donc c'est les 1232 dipôles. Vous les voyez là dans leur cryostat. Alors pourquoi un cryostat? Parce que pour atteindre des gros champs, on est obligé d'utiliser des supraconducteurs. Là quand même, supraconducteurs. Mais si. Supraconducteur, c'est quelque chose qui a une certaine température, sous une certaine température critique, n'est plus résistif. Ça veut dire que tout le courant que je mets dedans, de façon évidente, va me servir à accélérer mes particules et pas va être perdu en chaleur. Tant mieux, vu ce que bouffe en courant le LHC, j'ai pas envie d'en perdre trop en chaleur non plus. Donc, ces aimants supra, ils sont en nobium titane. Alors, le nobium titane, c'est une température de transition dont je viens de vous parler, qui est de 10 Kelvin, ce qui est déjà froid. Sauf que nous, on veut le plus grand champ possible, donc on les utilise à 1,9 K. Alors 1,9 K, c'est donc très près du zéro absolu. Vous avez entendu parler du fond diffus cosmologique. Le fond de l'univers est à 2,7 K. Donc d'habitude, je frie, mais je dis, voilà, c'est un des endroits les plus froids de l'univers. C'est même l'endroit le plus froid de l'univers. Puis hier, je faisais une conférence avec un collègue qui travaille sur un satellite et qui, lui, a un détecteur qui est à 100 millikelvin. Je ne pouvais pas frimer. Sauf que comme je lui faisais remarquer, son détecteur, il fait quelques centimètres cubes. Moi, c'est quand même sur 27 km de circonférence. Donc c'est bon, Jean-Baptiste, remballe ton truc. Donc voilà, 1,9 K sur 27 km de circonférence. Mine de rien, c'est pas de la tarte à mettre en œuvre parce que donc c'est des câbles en nobium titane là, que vous voyez là, le supra. Ce câble est fait en brins torsadés, qui ne sont pas très épais, hein, il y a 15 mm de diamètre. Chaque brin torsadé est fait en filaments, 6400 filaments, qui font 7 micromètres de diamètre. Et au LHC, ça a nécessité 7600 km de câble. Donc mine de rien, si je débobine tout ça en filaments, j'ai 5 allers-retours Terre-Soleil, plus un aller sur la Lune. Pas le retour, mais quand même, quoi. Alors, donc la cryogénie est compliquée aussi à faire, maintenir ce froid sur les 27 km. L'équivalent, je ne l'ai pas marqué là, c'est 40 000 tonnes de matériel à 1,9 Kelvin. Ça correspond à 120 tonnes d'hélium superfluide pour maintenir cette température-là sur les 27 km de circonférence. Là, je ne l'ai pas marqué, mais ça correspond à 150 000 frigos bourrés de saucisses en fonctionnement. Pour donner un truc plus familier. Oui, donc c'est un des endroits les plus froids de l'univers, ok. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette machine incroyablement complexe, c'est que mine de rien, au moment des collisions de faisceaux, on a des températures générées qui sont de plus de 100 000 fois supérieures à celles qui sont au centre du Soleil. Ça veut dire que sur la même machine, j'ai des froids absolus et des chauds absolus. Et il faut que tout ça fonctionne ensemble. Alors bon, oui, pour moi c'est une évidence, mais il faut peut-être que je vous l'explique. Donc on a des tubes à vide dans lesquels on fait tourner les faisceaux de protons. Et les faisceaux de protons, on a envie qu'ils se tamponnent là où on a décidé qu'ils allaient se tamponner et pas ailleurs sur n'importe quoi. Donc on fait le vide dans les tuyaux. Alors le vide, mine de rien, c'est un ultra vide. C'est 10-13 atmosphères, et pour les étudiants fatigués des unités, c'est 10 fois moins que sur la Lune. Voilà, comme ça nous donne une idée. Et mine de rien, c'est pareil, hein, tout ça, ça doit être maintenu sur 27 km de circonférence, donc c'est pas évident. Et alors les faisceaux, je vous ai dit, c'était en paquets. C'est donc presque 3000 paquets de 10 puissance 11 protons qui vont à, je ne l'ai pas marqué, si, j'ai la flemme de le lire, 99,999999,1% de la vitesse de la lumière. En gros, ils font plus de 11 000 fois le tour par seconde dans mes 27 km. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, pour moi, les gens de la machine, hein, les ingénieurs faisceaux, c'est des dieux. Ces mecs-là, ils font voyager 3000 paquets de 100 milliards de protons qui font plus de 11 000 fois les 27 km de circonférence par seconde
à presque la vitesse de la lumière, c'est des dieux. D'autant qu'il faut leur faire subir des choses aux faisceaux. Hein. Il faut les... Alors, j'espère que vous imaginez bien pourquoi il faut les collimater. On a dit qu'on voulait avoir le plus de collisions possible. Donc, on prend des faisceaux de protons très denses. Donc, il faut les collimater, les faire tourner, tout ça, pour qu'ils puissent se rencontrer en un point. Enfin, voilà. Donc, c'est une machine quand même super complexe. Donc, je vous remontre un schéma ici. Donc, l'anneau de collision, il est là. Hein. Donc, il y a un faisceau de protons qui tourne dans un sens, un faisceau de protons qui tourne dans l'autre sens. Il y a les 2 points d'injection, là, où on amène les faisceaux. C'est à 100 mètres sous terre. Il y a 4 points de collision où on a mis des gros détecteurs de particules. CMS, Atlas, là c'est le mien. Là c'est LHCb, là c'est Alice. Et donc vous voyez par rapport à la frontière franco-suisse qui est dessinée là où ça se trouve, avec là à nouveau le lac Léman et la Suisse. Et alors, mine de rien, c'est très complexe mais ça marche. J'adore cette photo parce que vous avez compris que nous les physiciens on était des gens ultra sérieux. Et néanmoins, quand ça fait 30 ans qu'on bosse et que ça marche, et ben voilà dans quel état ça nous met. Alors à chaque fois, tout le monde me fait remarquer, elle fait la tête, bah oui, mais bon, je devrais la couper cette photo. Et ça marche très bien. Donc on a eu les premiers faisceaux en novembre 2009. On n'en a pas fait tourner beaucoup hein, au début, mais au moins on maîtrisait les faisceaux. Là, c'est une espèce de photo du faisceau quand il passe dans le... C'est des microns là. Quand il passe dans le tube à vide. Et depuis, on a accumulé énormément de collisions. Donc, on a pu faire beaucoup de physique avec. Donc, en particulier en 2011 et en 2012, on était à de très hautes énergies de collision. Donc, ça, c'est encore des unités barbares. Mais ce à quoi ça correspond, c'est, maintenant qu'on sait où il est, à peu près 500 bosons de Higgs par manip, à peu près 1 million de bosons Z, qui est une particule très importante à étudier, par manip, multiplié par 30, multiplié par le nombre de canaux, on verra ça après. Enfin, donc on a des millions et des millions et des millions de particules à étudier parce que la machine a si bien marché.